Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons parler aujourd'hui d'une écrivaine française importante et de son rapport au cinéma, un rapport qui finalement est extrêmement évident, et d'ailleurs c'est le livre qui le dit. Le livre c'est Colette et le cinéma, je le montre bien, voilà, parce qu'il y a un peu de flou, j'en suis désolé, voilà, Colette et le cinéma. C'est édité chez Kidam Éditeur dans la collection, une collection que vous connaissez parce que certains ou certaines écrivaines de cette collection sont déjà venus en parler. C'est le cinéma des poètes. C'est une collection qui est initiée par Carole Aurouet, qui était déjà venue ici pour nous parler des enfants du paradis. Et je suis très content en tout cas de renouer le dialogue avec cette collection. Et aujourd'hui, donc, Colette et le cinéma. Le livre est écrit par Paola Palma et elle est là aujourd'hui pour nous en parler. Comment allez-vous? Merci, bonjour. Alors, vous êtes maîtresse de... Je vous en prie, vous êtes maîtresse de conférences en études cinématographiques à l'Université Caen Normandie. Vous êtes membre statutaire du laboratoire ISTEME, Histoire, Territoire, Mémoire, et vous êtes chercheuse associée à l'UMR Talim. Vous êtes spécialiste notamment des relations entre le cinéma et les autres arts, et vous avez publié plusieurs livres et textes sur Colette, ainsi que la traduction en italien de ses écrits sur le cinéma. Ma première question est très simple. Pourquoi il faut parler aujourd'hui de Colette? Pourquoi c'est fondamental selon vous? Et de son rapport au cinéma. Vous le savez probablement, 2023, c'est aussi l'année qui fête ses 150 ans. Donc, elle est née il y a 150 ans. Donc, c'est vrai qu'on parle de Colette de manière un peu particulière cette année, un peu davantage. Et je pense qu'elle n'a pas besoin de promotion ni de publicité, mais ce que je pense serait bien, c'est qu'on recommence à la lire et à la relire parce que il est vrai qu'elle est très célèbre et son personnage, sa persona le sont aussi. Mais peut-être qu'on a un peu oublié de prendre ses livres dans les mains dans les années dans les années récentes. Voilà. Pourquoi, selon vous, on a fini par les oublier, ces livres? On ne les a pas oubliés, c'est juste qu'on ne les lit pas forcément comme avant parce que c'est une littérature qui nous parle désormais d'une autre époque parce que Colette est restée dans l'imaginaire beaucoup plus pour ses postures, son personnage, ses expériences sur la scène et sauf bien sûr les spécialistes, il y en a beaucoup et les passionnés de Colette, c'est vrai que moi je doute par exemple qu'elle soit encore lue à l'école, ce qui arrivait par contre dans le passé. Pourquoi est-ce que très vite, vous êtes donc spécialiste de l'œuvre de Colette, et est-ce que très vite, le rapport qu'elle entretient avec le cinéma, est-ce que c'est quelque chose qui vous a très vite intéressé dans son œuvre? Oui, j'ai commencé à travailler sur ses travaux au théâtre. J'ai publié un livre sur ses relations, la relation de son œuvre et ses interventions dans le théâtre, mais c'est vrai qu'en m'occupant du théâtre, je suis tombée, je n'arrêtais pas de tomber sur des relations avec le cinéma, et comme j'étais un art du spectacle, j'ai pensé d'entamer une recherche et j'ai pu découvrir qu'il y avait plusieurs textes de Colette sur le cinéma, pour le cinéma, autour du cinéma, et qu'on avait commencé à les publier dans les années 70 en France. Et donc, il y a eu une première édition dirigée par Alain et Odette Virmont, des textes sur le cinéma, donc ces articles, ce petit scénario. Et puis, cet ouvrage a été réédité dans les années 2000. Mais il manquait, par exemple, une sorte d'enquête sur la présence du cinéma dans ses romans et aussi de son engagement en général autour du cinéma et la réception aussi, l'interprétation, l'appropriation
que la presse, le public se sont fait de Colette le cinéma. Alors, comment vous avez travaillé la structure du livre? Comment vous avez approché cette thématique? J'ai commencé par ces écrits sur le cinéma, et donc je me suis occupée d'approfondir, d'analyser, et pas seulement de publier ces articles autour du cinéma, parce que ça m'a permis de mettre en évidence déjà un élément important, c'est-à-dire que Colette, dans les années 10, a commencé bientôt à écrire des textes sur le cinéma, et surtout qu'elle a collaboré avec Le Film, donc la revue française qui a inventé, qui a créé, qui a vraiment donné une grande impulsion à la critique cinématographique, à la réflexion esthétique sur le cinéma, en France et donc en Europe. Elle a bien fait partie pendant quelques mois de cette rédaction où elle a livré une vingtaine de textes qui sont tout à fait intéressants parce qu'elle montre qu'elle a bien compris de quoi il s'agit. Elle a bien compris qu'il y a une industrie qui est en train de se former, mais il y a aussi un public qui est de plus en plus large et que ce public a besoin d'être aussi éduqué, aussi compris, accepté et mis en valeur. Et c'est vrai que ces articles commencent déjà dans les années 10 à avoir un regard très lucide sur le cinéma. Par exemple, elle comprend tout de suite que le film n'est pas le résultat du travail d'une seule personne. Elle comprend tout de suite qu'il y a des éléments comme le montage et la photographie qui donnent aux œuvres cinématographiques une spécificité qu'on ne retrouve pas ailleurs, et donc il faut mettre de l'attention sur ces éléments. Elle comprend aussi qu'il y a des acteurs qui jouent au cinéma, qui sont pour le moment, pour l'instant encore des acteurs de théâtre, qui n'ont pas une formation spécifique, et elle pousse, elle écrit, elle fait presque polémique, parce qu'elle voudrait bien qu'en France, comme aux États-Unis, à Hollywood, des écoles pour acteurs cinématographiques commencent à être créées, à être présentes. Donc il y a toute une réflexion, en plus que les critiques des films que parfois on a oubliés, on a perdus. Mais il y a vraiment une vision du cinéma et de comment il faut en parler et à quel point c'est important de dire aussi aux producteurs français, il faut augmenter la qualité, il faut penser à des solutions plus spécifiques pour l'écran. Et même si son écriture sur le cinéma, ses critiques de cinéma sont un peu, comment dire, ne sont pas hyper nombreuses, c'est vrai qu'elle a fait ça un petit peu pendant toute sa vie. Et ce n'est pas un hasard si, par exemple, dans les années 30, donc la période où le cinéma s'est emparé de la couleur, commence à s'emparer de la couleur, et surtout le cinéma parlant, le cinéma sonore arrive, elle montre d'avoir un nouveau intérêt, et donc elle augmente un petit peu sa production de textes sur le cinéma. Mais c'est vrai aussi qu'elle n'a pas seulement écrit sur le cinéma, elle a écrit pour le cinéma. Et vous m'avez demandé tout à l'heure pourquoi c'est important de reparler de Colette, le cinéma, parce que je pense qu'elle nous montre une modernité, une conscience de ce que c'était la société contemporaine, cette évolution vers la médiatisation, la multimédiation qu'il fallait intégrer, qu'il fallait aussi surveiller, mais qu'il ne fallait surtout pas refuser. Et donc, elle s'occupe de cinéma et travaille pour le cinéma parce qu'elle comprend aussi que ça va faire partie des médias dont un intellectuel ne peut pas se priver et que de toute façon il ne doit pas ignorer. Ce qui n'arrivait pas à tout le monde dans les années 10, bien sûr, mais aussi dans les années 30 et 40. Donc, elle commence à écrire elle écrit des sous-titres. Elle participe aux premières adaptations de quelques-uns de ses romans. Et surtout, elle se met aussi dans le rôle de la productrice parce qu'elle va chercher en Italie de l'argent
en 1917 pour produire le premier La Vagabonde, le premier film La Vagabonde, qui sera interprété par Musidora, par volonté de Colette. Elle assiste aussi au tournage. Elle en fait des chroniques. Elle parle de cette actrice, de ses souffrances sous les lampes brûlantes. Elle parle aussi de comment, bon, disons elle parle aussi de sa frustration d'auteur qui a adapté son roman, mais qui, bon, est obligée de le livrer maintenant au réalisateur qui en fait tout et n'importe quoi et transforme des éléments et des parties du roman dans quelque chose qu'elle n'est pas capable de reconnaître. Mais bon, elle râle, mais elle se tait en même temps. Mais ça montre aussi toute sa compréhension, sa sensibilité devant cette usine à rêve, cette usine tout court, où elle est capable d'apprécier les vedettes, mais aussi les figurants, les petites pauses où on mange des choses un peu particulières, des incompréhensions entre le réalisateur et les créateurs de costumes, la fatigue, les horaires impossibles, l'importance des techniciens, de leur présence, de leur savoir-faire. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a écrit sur le cinéma de manière complète et avec la langue de Colette. Donc, il s'agit de textes plus que jolis, très bien écrits et que je pense que ça vaut la peine de redécouvrir. Comme ce serait bien de redécouvrir aussi ses romans et la présence du cinéma dans ses romans. Ah bah ça, voilà. Bah comment se traduit cette présence du cinéma dans ces romans? Bah, elle s'est traduite de manière chronologique, si vous voulez, c'est-à-dire qu'elle commence à publier des romans en 1900, donc et après, dans les années 1900, et donc le cinéma vient d'arriver. Il va entrer dans ses romans à partir du deuxième, troisième Claudine, et après, on va les retrouver ponctuellement, mais régulièrement, à travers des situations qui nous racontent un petit peu aussi l'histoire l'histoire culturelle du cinéma, l'histoire industrielle du cinéma. Donc, au début, on aura, par exemple, dans l'envers du musical, cette complaisance, cette même complaisance polémique, compliquée, de cinéma, de musical, de spectacles de théâtre populaire, à l'intérieur desquels les acteurs de musical, donc elle avait fréquenté, dont elle avait fait partie, se prêtent au cinéma, vont faire du ciné pour arrondir les fins de mois, mais avec un certain mépris encore pour cette chose mécanique qui n'est pas vraiment du théâtre, qui n'est pas du spectacle vivant. Et petit à petit, on voit le cinéma s'emparer vraiment des vrais professionnels, de grands acteurs aussi, et entrer dans le contexte social quotidien, surtout urbain. Et donc, les personnages des romans de Colette commencent à parler de films, commencent à se raconter leurs séances au cinéma. Et après, on arrive dans les années 40, avec par exemple un roman comme Julie de Carneillan, où cette aristocrate toujours belle, toujours très élégante, mais sans l'argent qui avait accompagné sa vie précédente, se rend compte qu'elle n'a pas probablement l'argent pour les toilettes nécessaires pour faire une sortie au théâtre, ni la personne qui l'accompagne, mais qu'elle peut très bien mettre des gants usés et se rendre seule, même en salle, et assister à un spectacle, même sans besoin d'attendre que ses amis arrivent, parce qu'elle peut entrer, elle n'a pas besoin d'être jugée, regardée, elle va faire partie d'un public beaucoup plus démocratique, c'est vrai, plus anonyme aussi, mais elle profite de cette solitude, de cette liberté. Donc, deux éléments en plus qui sont très, très chers à la littérature de Colette en général. Comment
Comment aussi elle a travaillé pour le cinéma? Parce qu'il y a, il y a tout un chapitre qui s'intitule Écrire et travailler pour le cinéma. Et on y lit qu'elle elle a travaillé aussi pour les sous-titres. Il y a des sous-titres importants et des dialogues. Elle a été scénariste. Comment ça et quelle conclusion elle a tiré de cette collaboration avec le cinéma? Elle était consciente que elle travaillait pour le cinéma parce que ça l'intéressait d'un côté et parce que ça pouvait aussi faire de l'argent, ce qui était valable pour tout ce qu'elle a fait à côté de la littérature, c'est-à-dire le journalisme, la critique musicale, la critique théâtrale. Donc elle a beaucoup fait des choses différentes parce qu'elle était intéressée à ça, parce qu'elle ne se privait pas de toucher à d'autres métiers que celui de l'écrivaine, de l'écrivain de romans et de récits. Mais elle était aussi très consciente que c'était aussi une manière de ne pas dépendre 100% de la littérature. Donc, elle s'engage dans l'écriture d'un scénario original, par exemple, pour Musidora, La flamme cachée. Elle se le fait payer et elle confie aussi dans ses lettres à des amis qu'elle se rend bien compte que c'est un métier différent, que ce n'est pas comme écrire un roman, qu'écrire un scénario pour un film muet en plus à l'époque, ce n'est pas la même chose. Elle est fière d'elle-même parce qu'elle s'y met sérieusement, elle arrive à saisir les ruses de ce nouveau métier. Elle aura des commentaires similaires pour toutes les activités cinématographiques qu'elle va toucher au fil du temps, comme justement la rédaction de sous-titres. Alors là, il faut surtout citer les sous-titres de Jeunes filles en uniforme, donc un film de Léontine Sagan, mais qui avait été adapté d'un roman de Christa Winslow. Donc, pas un roman de Colette, rien à faire, mais roman et donc film qui ont des éléments en commun avec les Claudines, parce qu'il s'agit d'une histoire qui se passe dans un internat des filles. Donc, c'est probablement pour ça que la production, au moment de distribuer les films allemands en France, a pensé à Colette pour pouvoir promouvoir aussi ce film avec le souvenir à côté des Claudines, du petit scandale qu'elles avaient entraîné et aussi un petit peu le piquant qui avait été collé à ces romans. Elle le fait alors sur une traduction, c'est-à-dire que les dialogues sont traduits pour elle, et puis elle doit se mettre à faire ce que n'est pas donné pour personne, c'est-à-dire écrire des sous-titres, ce qui veut dire, tout en gardant l'essence, le registre, le niveau de la langue, et à faire des petits jus, comme elle disait, il faut faire un jus, et tout en gardant l'essence de la communication entre les personnages, mais aussi leur niveau de langue, leur personnalité, leur psychologie. Donc, elle a fait un très bon boulot. Et en fait, ça me semble intéressant. En 1932, donc au moment de la sortie française du film, la revue Vue publie un article dans lequel on dénonce, entre guillemets, le fait que Madame Colette, ses sous-titres, mais non pas les images, non pas les films, ont été censurés. Parce c'est vrai que probablement c'était la seule fois dans la vie de Colette où elle a été censurée, ou son écriture a été vraiment censurée. C'est-à-dire la censure a demandé des modifications, même des suppressions de certaines parties des sous-titres. Franchement, comme toute censure, il y avait probablement une logique à l'époque pour ces gens, mais on n'arrive pas trop à la trouver aujourd'hui, à la comprendre aujourd'hui. Mais toujours est-il qu'elle a été, dans ce cas-là, elle a été aussi censurée. Et ça me semble intéressant qu'on n'ait pas touché les films, on a décidé de retoucher un petit peu quelques détails des dialogues que Colette avait assemblés, avait créés, avait réduits pour l'écran. Et puis, elle a... Alors, autre expérience des sous-titres pour un film hollywoodien. Là, c'était vraiment plutôt une commande. Le film n'était pas exceptionnel, c'était un mélodrame, un peu larmoyant.
Mais ce qui est, j'ai trouvé intéressant, c'est que si on va chercher, on se rend compte qu'elle a en même temps signé ses sous-titres et elle a en même temps aussi participé à la promotion du film. Donc, on retrouve de vieux programmes ou de dépliants publicitaires qui étaient distribués dans les salles ou aux journalistes ou pour les exploitants, avec imprimé des phrases de Colette sur ce film. Donc, évidemment, elle avait signé un contrat pour la rédaction des sous-titres ou la signature des sous-titres. Moi, je pense que c'est elle qui les a vraiment rédigés dans ce cas aussi. Mais aussi pour faire de la promotion écrite, voilà, pour afficher son nom et ses phrases pour la publicité du film. Je trouve que c'est très intéressant parce que ça veut dire aussi que le cinéma était sensible déjà à la présence, à la popularité, à l'utilisation du prestige et des noms des écrivains, mais de manière ciblée. C'est-à-dire qu'on associait le nom de Colette à un film important, vraiment très beau en plus, à voir et revoir, Jeune fille en uniforme. Mais parce qu'il y avait aussi des éléments qui rappelaient c'est Claudine à l'école, Claudine ça va, etc. Et de l'autre côté, Papa Cohen, donc ce film hollywoodien un peu larmoyant, parce qu'il y avait ce sentiment qui était là, et donc le grand public pouvait éventuellement associer l'écrivaine de la nature et des sentiments aussi à un petit film avec quelques petits côtés mélodramatiques. Donc, très ciblé des deux côtés, très intéressant cette superposition de la célébrité d'une écrivaine qui commence en plus à être de plus en plus populaire et de plus en plus légitimée, et son envie de participer à la médiatisation du monde du spectacle, et aussi de l'autre côté d'employer pour la publicité aussi le nom de Colette. Donc, elle a travaillé de manière très variée. Et à mon avis, elle était très consciente, plus consciente que d'autres, avant d'autres, de ce qu'elle était en train de faire. Je répète, c'est Colette et le cinéma, c'est édité chez Quidam, éditeur dans la collection Le cinéma des poètes, et c'est écrit par Paola Palma. Une dernière question. Quand le cinéma s'empare de la vie de Colette, alors, si je ne me trompe pas, ça donne 3 films normalement. 3 films, il y en a un qui s'appelle Devenir Colette, oui, de Danny Huston, avec Mathilde Amès en 1991. Et en 2004, il y a Colette, une femme libre de Nadine Trintignant, avec Marie Trintignant. Et en 2018, c'est Colette de Wash Westmoreland, avec Keira Knightley dans le rôle titre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de quand le cinéma s'empare de la vie de Colette? Selon vous, ça donne quoi? Déjà, le produit avec Nadine Trintignant n'est pas un film, c'est une série, c'est une courte série. Ce que j'en pense, je pense que ça montre que l'actualité de cette écrivaine et de ce personnage, du personnage qu'elle a su créer autour de sa personnalité et sa personne, sont toujours très, très actuelles et donc ont encore des choses à nous dire. Oui. Il y a parfois, à mon humble avis, parfois une certaine manipulation contemporaine, c'est-à-dire que, par exemple, le film Colette avec Keira Knightley est un film qui s'empare d'un nom célèbre et d'un joli décor fin 19e, début 20e, pour en faire en réalité une sorte de proto-féministe très consciente et qui arrive à expliquer à Willy qu'elle est une femme libre, qu'elle ne va pas se laisser exploiter, etc. Ce qui est tout à fait inventé, c'est-à-dire que Colette, c'était un peu plus compliqué que ça et un peu plus simple que ça, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui avait une très forte personnalité,
ce qui lui a permis de passer à travers une époque où les femmes avaient la place, la visibilité et la liberté qu'elles avaient, tout en subissant aussi toute une série de tromperies, de relations sentimentales plus ou moins heureuses, mais tout en allant droite par son chemin. Donc, elle n'avait pas besoin de théoriser à Willy qu'elle était une femme trompée et qu'elle voulait se rebeller, s'opposer à cette situation. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. C'est un peu, bon, c'est comme si on avait voulu mettre des légendes à cette personnalité pour en faire quelque chose de très, très actuel, probablement plus près de la mentalité et de la parole féminine contemporaine, mais qui, franchement, objectivement, n'a rien à faire avec les personnages historiques. Donc, j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus honnête de ce point de vue-là. Bon, sans compter que ce film a aussi des problèmes avec l'histoire, les anachronismes, la géographie de Paris. Il y a certaines manipulations culturelles aussi qui est là et qui est évidente. Ça arrive, ce n'est pas grave, mais c'est juste qu'il faudrait faire attention parce que justement, comme c'est un film qui a été vu par un public relativement large, bah, ça risque de recréer une nouvelle représentation de Colette, mais qui malheureusement n'a pas tout à fait cette stature. Par contre, la série avec Nadine Trintignant, est vraiment très intéressante. Je trouve de ce point de vue-là, est plus près du personnage, de sa psychologie, de ses choix, de sa personnalité, même si, bien sûr, l'interprète est beaucoup plus belle que Colette, donc ça donne aussi une autre allure, c'est vrai. Mais je tiens à souligner, à rappeler qu'il existe un film avec Colette, avec Colette, qui s'intitule Colette, et qui a été produit au début des années 50 et tourné par Yannick Bellon, donc une réalisatrice qui à l'époque était très, très, très jeune, et à laquelle le ministère de la Culture avait commissionné, c'était une commission, de tourner un film sur Colette. Et donc, elle est partie, elle allait au Palais Royal faire sa connaissance. Donc, c'était début années 50. Donc, en 52, le film est sorti. En 54, Colette est morte. Et cette jeune réalisatrice a pris tout son courage aussi, et sa professionnalité, s'est présentée à Colette, elle l'a interviewée, elle l'a filmée, elle lui a demandé d'enregistrer un texte off pour le déroulement du film où elle n'était pas dans les images. Et c'est un film qui reste très beau cinématographiquement. La maîtrise de la musique, du montage, de la photographie et l'alternance des prises de vue au Palais Royal avec Colette, son mari, sa bonne, Jean Cocteau, ses amis, les témoignages sur sa vie et surtout ses balades parmi les maisons qui ont été importantes pour elle. Ça fait un petit bijou à redécouvrir et qui nous permet aussi de retrouver en fait la vraie Colette, qui d'un côté est elle-même bien sûr, mais de l'autre joue toujours un personnage qui était à l'époque la grande dame de la littérature, mais un peu coquette, un peu rigolo. Voilà. Mais c'est intéressant. On voit vraiment comme elle a été capable de créer un personnage autour de soi-même et elle n'arrêtait pas. Elle n'arrêtait pas, même vers la fin de sa vie. Et puis, c'est étonnant de voir comme cette dame, qui bien sûr a été sur scène, et plus que ça, mais bon, elle est à l'aise avec la caméra, elle est même très, très capable d'en faire ce qu'elle veut. Voilà. Donc, à redécouvrir. Colette et le cinéma, c'est édité chez Kidam Éditeur dans la collection importante qui s'appelle le cinéma des poètes. Et c'était Paola Palma qui a écrit le livre et qui est venue nous en parler. C'était en tout cas un plaisir de vous écouter. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Générique. Up arrive in the canyon,
That's where I long to be, with my three good companions.